Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Au micro de cet épisode, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Canal Inter, phase de Ligue des Champions, où on a joué pour ce dernier match contre Dortmund. On va en parler aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul, il est caché, c'est Cédric qui est aussi là. Salut Giuliano, salut à tous, et bon jeudi à tous. Bon jeudi, un peu jeu d'Inter quoi, pas vraiment jeu d'Inter parce que c'est pas en direct, mais ça fait un peu jeu d'Inter. C'est vrai, et on va parler du jeu de l'Inter. Ce jeu de mots, je ne m'en lasserai jamais. On est quand même sur le concept le plus irrégulier de l'histoire des podcasts. Je pense. Mais ça nous correspond bien en même temps. Hein. Oui, à fond. Je pense qu'on est bien par rapport à ça. On est fidèle à nous-mêmes. Hier, t'étais pas à Dortmund, tiens. Non, j'ai même pas vu le match à Nantes, pour être honnête. Donc, c'est aussi pour ça que je t'ai laissé, avec l'acheter les notes, une fois de plus, les faire tout seul. Mais non, j'avais un œil sur le match, un œil un petit peu comme Marotin, en fait. C'était... Non, gin tonic. J'ai arrêté les Negroni. Ok, plutôt gin tonic. Ouais, je suis passé vraiment d'un côté bobo milanais. De Milan, quoi, au final. En même temps, quand c'est ta cible, oui. Donc, bref. Enfin, bref, ça, ce serait un autre podcast. Ce serait un autre argument de podcast qu'on pourrait faire aussi. Mais on ne va pas le faire. Alors, victoire de l'Inter, 0-2. But de Di Marco sur un coup franc. Waouh! Un coup franc. L'Inter a mis un coup franc. Donc, c'était quand le dernier? Sérieusement? Attends. Parce que je sais que tu es l'encyclopédie, tu as la réponse. Mais moi, en tant que personne qui oublie tout, mon dernier souvenir de coup franc, c'est Barella. Mais je suis sûr qu'il y en a eu un entre-temps. Il n'y a pas eu un Zielinski? Non. Alors, attends. Parce que l'encyclopédie, mais qui a dormi 3 heures, donc qui est un petit peu... cette saison, il y a déjà eu un coup franc direct. Je me pose la question si c'est Zielinski ou Cette saison, on a mis un coup franc direct cette saison? Il me semble. Et j'ai le doute en Chala, non. Peut-être que si, en fait. Répondez-nous dans les commentaires, que ce soit sur Spotify ou... Ouais, Chala met un coup franc cette saison. Çalhanoğlu met vraiment une grosse frappe, tu vois. Il y a moyen que Çalhanoğlu ait mis... Ce qui me semble, c'est qu'il y avait le truc où on disait finalement, après genre 8500 coups francs envoyés dans la tribune, Chala en a fait mieux. Mais est-ce que Barella, il y avait celui contre l'Udinese, le fameux, qu'il avait mis il y a 4 ans maintenant, lors de la défaite 3-1, lorsque Inzaghi sort Mkhitaryan et Bastoni à la 30e. Un match bien foiré. Ouais, moi j'avais vraiment juste ce souvenir de Barella, mais c'est vraiment possible qu'il y ait Çalhanoğlu bon, je sais pas, tant pis. On va pas perdre de temps là-dessus. Et but de Diouf. Bon, 2 trucs extraordinaires. Un coup franc et un but de Diouf. Ça fait 2 Diouf cette saison. Ça fait 2 Diouf. Et donc, premier but de Diouf en Ligue des Champions. Bon, un peu de chance et tout. Ça m'a fait un peu rire la phase où il marque. Où c'est un peu... il peut faire la passe pour un peu sécuriser le but. Il fait un passement de jambe un peu bancal. Au final, il tire un tir qui est vraiment mou et c'est dévié. Voilà. Donc, on est super content pour lui. Hein. Super content. C'est vrai. Et je ne l'ai même pas mis dans les remplaçants. C'est terrible. C'est fou, ça je l'ai oublié. Attends, non, c'est parce qu'il y a le bandeau. Je t'enlève le bandeau. Ah oui, il y a le bandeau. Oui, on est live. Hop. Ah oui, j'avais... Alors, est-ce qu'on peut faire on va faire un petit tuto? Parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux, parfois qui commentent en disant mais les emojis de Giuliano, parfois on ne comprend pas. Donc là, Diouf, ça voulait dire quoi? La chatte. C'est ça, en italien. En Italie, on fait ça pour dire c'est de la chance, quoi. Oui, ou pour le dire cornuto. Oui, aussi, mais... moi, je prends ça en mode t'as vraiment eu de la chance, quoi. Spalletti, il le faisait en plus des fois. C'est vrai. Non, mais un cornuto, c'est bon, pour ceux qui parlent italien, c'est un cocu. Oui. Il y a le côté chanceux, une chance de cocu, donc ça marche. Ça marche. Mais après, le reste, c'est clair.
Le reste, je vais dire Bissek, match de fou. Je lui ai mis un emoji avec des cœurs à la place des yeux. Luis Enrique, un emoji qui souffle. Bah, voilà, tout le monde souffle quand il voit Luis Enrique jouer. Alors, de ce que j'ai vu partiellement, moi, peut-être que, à part Com, c'est un sort de match, un épiphénomène dans la saison de Luis Enrique où il a même réussi, je crois, 2 dribbles dans le même match qui lui était jamais arrivé. C'est pas du second degré en disant ça, c'est vraiment le cas en plus. Moi, je trouve qu'il a plutôt été pas mal hier soir, il m'a semblé, Diouf. Il était, niveau personnalité et compagnie, il a enfin osé un petit peu, il a fait des choses, quoi. Luis Enrique? Oui. Mais Luis Enrique, c'est ce qu'on disait l'autre jour, tu vois? C'est, à mon avis, on a ce, biais qu'on en attend tellement peu de lui, qu'au moindre petit truc bien qu'il fait, qui est censé être normal, on lui attribue un mérite qui ne devrait pas exister. Et pour moi, Luis Enrique, c'est ça. C'est un gars qui est hyper sympathique et tout, on a envie qu'il fasse, qu'il réussisse et cetera. Mais non, ça va pas. Plein de fois, il a pas su, revenir, pour défendre. Plein de fois, il, mmh, il ratait, au lieu d'aller centrer, de tenter quelque chose et cetera, il revenait, il faisait une passe en retrait. Il a essayé une fois, je l'ai remarqué, il a essayé une fois de dribbler, de faire vraiment un truc de brésilien. Il s'est fait prendre la balle et Dortmund est parti. Hem, Ce que je lui reconnais hier, c'est quoi? C'est qu'il a fait vraiment des bons appels. Il a fait Mmh. plusieurs fois des bons appels dans des phases de contre et là, on lui mettait pas le ballon. Mais à un moment, je veux bien, on peut le critiquer et tout, comme je viens de le faire, mais si on ne le met pas non plus dans les bonnes circonstances pour qu'il fonctionne bien, pour que son talent soit exploité, bah, à un moment, ouais. Et pour moi, c'est ça, c'est que c'est pour le coup, lui, il a bien fait. Il a fait des bons appels, il partait dans la profondeur, il y avait vraiment de l'espace, il pouvait faire quelque chose et on partait toujours à gauche. Après, ça peut se comprendre aussi, dit Marco, par rapport aux statistiques de création de buts et cetera. On sait que c'est, parmi les meilleurs d'Europe cette saison. Donc, voilà, ça peut se comprendre. Mais à partir du moment où Luis Enrique, à la base, c'est un ailier, il trouve la solution avec de l'espace, il part en profondeur, il a la vitesse, tu peux lui mettre et que tu vas t'embourber à gauche où il y a un peu plus de monde, bah, c'est pas top, quoi. Mais c'est le seul truc, que je lui reconnais hier, bah, sinon il n'a pas été catastrophique, quoi. Mais il n'a pas fait un match, pour moi, il a pas fait un bon match, quoi. Voilà. Oui, puis après les autres, Mickey, on va pas en reparler, mais voilà, c'est vrai qu'il y a le côté où il fait quelques petites erreurs, mais bon après, Ma moi Mkhitaryan, pour Zelensky, moi, c'est vraiment, je le fais avec humour, tu vois? En disant, en mettant l'emoji, vieille dame là, mais c'est un vieillard quoi maintenant, à un moment, tu imagines qu'à une période de sa vie, c'était un ailier qui tapait 20 buts. Je suis d'accord, il a 37 ans et c'est aussi la faute du coach, et d'Inzaghi qui le surutilisait à un moment, même s'il était bon, hein, toute une période. Mais depuis l'année passée, ça ne va plus et cette saison, à chaque fois qu'il tire au but, c'est une frappe croquée qui va pas, qui est même pas cadrée ou qui est sur le gardien ou qui est toute molle. Ça va plus quoi. Face au but, ça va plus alors qu'il a un rôle important face au but. De par sa position de mezzala gauche où c'est un peu plus, back to back que ce qu'a fait Barella, il se retrouve plus facilement devant le but et il n'y arrive plus quoi. Et c'est encore arrivé, hein, c'est encore arrivé hier et plein de fois, il faisait des mauvaises passes. Des récupérations, il en a fait une ou 2 qui étaient bonnes, mais là, c'est le biais inverse de Luis Enrique. Tu attends un petit peu plus de Mkhitaryan, tu vois? Et donc, peut-être ça que je suis un peu exigeant avec lui. c'est vrai, bon, il a enfin marqué après plus de 1000 jours d'attente, le but Ouais, mais tu vu le but? inutile. C'est ça, il était vraiment devant Même la ligne et bon, c'est le but du même mon 6-2 en petit plus, chien, donc il mettait le but là, hein. Désolé, but qui en plus m'a coûté cher au Fantacalcio puisque mon adversaire a fait 72 au Fantacalcio grâce à ce but de Mkhitaryan et aïe, aïe, moi ayant aïe. fait 72 et demi, je regagné le match. Donc en fait, voilà, tu sais, le Fantacalcio, c'est un truc, qui est très, qui est diabolique parce que c'est le truc où tu es au stade, tu vois un but de l'équipe que tu préfères au stade, mais Mmh. ça peut quand même t'énerver le but. Tu te dis: «Ah non, non, Niki, non, pas maintenant, quoi». Mais bon. C'est Mais ouais,
c'est aussi, comme les paris sportifs, hier je t'envoyais, je fais un Mmh. ticket par an. Quand depuis l'année passée du coup, avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, j'aime bien ce petit truc de parier sur tous les matchs de la dernière journée de phase de ligue. Voilà, je mets, 5-10 €, 1 fois par an, c'est mon petit plaisir et je pars du principe que je vais perdre mais je mets pas l'Inter parce que je me dis que, c'est un autre plaisir quoi Mmh. et si, comment il y a des matchs où je peux dire: «On va pas le gagner». Je sais qu'on va pas le gagner, mais je vais pas du coup, sur le ticket, je vais pas mettre qu'on va gagner si je sais qu'on va pas le gagner et que si on gagne, alors que j'ai mis qu'on gagnait pas, j'aurais gagné peut-être de l'argent, mais ça me tu vois? Il y a Oui, ce non, mais c'est conflit ça. interne Mmh. qui fait, que j'ai pas envie de subir ça, donc je parie pas sur eux. Et tu as gagné ou tu as perdu du coup? J'ai Dans ce maxi perdu ticket? lamentablement. Je pense que sur les il y avait combien hier? Il y avait 17. 17 Sans matchs? l'Inter, ça fait 17 matchs, hein. Je pense que j'ai eu bon sur, 13 matchs et encore quand je dis que j'ai eu bon, c'était des doubles chances, hein. Ah. Je Mmh. me suis pas mouillé pour plein de trucs. Ah non, non, mais quand je vraiment moi je parie, je parie comme un grand novice, tu vois? Et en plus j'ai mis, des, victoires sèches, du Real, rien à voir, tu vois? Ils ont perdu. Heu, je pense que j'avais même mis l'Atalanta parce que l'Union, ils ont plein de Tu les blessés aimes en ce pas? moment. Ils étaient déjà éliminés, ou alors il fallait un miracle. Donc parce que je les aime pas, c'est ça que tu as dit? C'est ça. On peut le dire. Oui, c'est vrai que je les aime pas. Je les aime Bah, voilà. je les aimais bien avant que l'Inter, n'aille en déplacement chez eux. Qui n'est même pas chez eux au final, parce qu'ils volent le stade Non. d'Anderlecht pour la Ligue des Champions. Mmh. C'est ça. Bah, en même temps, il y a eu beaucoup de résultats particuliers. Alors, la suite, si vous nous écoutez slash regardez-nous sur Spotify ou YouTube, c'est encore mieux que nous écouter sur Apple Podcast ou Amazon et compagnie. Parce qu'on est beau en plus, donc il y a le côté, esthétique qui est sympa. Tant pis Surtout quand tu enlèves de la façon casquette. Aujourd'hui, tu as la casquette. aujourd'hui, j'ai la casquette. Comme je disais à Giuliano, je voulais le faire comme ça, le podcast, mais je sais pas. Ça fait un peu trop star, quoi. Ça fait un peu trop et encore, ça, c'est les lunettes de soleil les plus discrètes que j'ai, Ça fait vraiment le donc mec qui a podcast à 12h30 et un showcase à 13h. c'est ça. Bah, d'ailleurs, là, il va falloir qu'on y aille, là, c'est ça. Alors, 13h. pour vous montrer le classement, donc que l'Inter terminait 10e, pendant 4 minutes, l'Inter était 8e. Parce que le PSG à domicile qui n'arrive pas à battre le Newcastle, parce que l'Atlético de Madrid qui perd également. Enfin voilà, il y avait une sorte de Parce que choses assez Naples, incroyables. Et puis Naples a pris ce but contre Porto contre Porto, contre Chelsea. Chelsea. Chelsea est passé devant l'Inter de nouveau. Puis à la toute fin, en plus, il y a aussi le Sporting donc il n'y a pas du tout de regret pour l'Inter parce que l'Inter se trouve 10e. Donc bon, puis quand tu finis avec 15 points, les regrets, c'est toi-même. Tu les as parce que tu as pris ce but à la dernière minute contre l'Atlético de Madrid. Penalty, même si c'est pas de ta faute qu'ils sont te sifflent un penalty comme ça, mais contre Liverpool, c'est là où tu perds la qualif. C'est sur ces matchs-là, en fait. Elle fait la qualif directe dans le top 8, parce que le top 8, au final, oui, était accessible avec un point de plus. Si tu fais pas cette défense bizarre contre l'Atlético de Madrid à la dernière seconde, un point de plus, 16, c'est bon. En plus, avec le goal average, l'Inter aurait été 6e carrément, donc même 5e devant le Barça avec plus 9. Donc il y a des regrets par rapport à ça. Mais bon, après, Oui, les regrets, c'était avant, quoi. C'est pas Mmh. ça fait plusieurs semaines. Tu les as pas eu, comme tu as dit, on les a pas sur Arsenal, on les a pas sur ce match-ci. C'est passé depuis longtemps et on avait dit que c'était les matchs où il fallait vraiment faire Mmh. quelque chose et ça a été un échec. Justement, cette Ligue des Champions, tu mettrais quelle note sur 10 au parcours de l'Inter? Parce qu'il y a clairement eu deux périodes. Il y a eu les 4 premiers matchs entre les 4 petits, tu fais 4 victoires. Et c'est vrai que les 4 petits, en plus, finissent vraiment en bas du classement Mmh. pour le coup. Tu n'en as aucun qui a fait un beau parcours. Même l'Ajax était en difficulté. C'est l'Union, au final, qui est le moins pire des 4. Mais les autres, Kairat et le Slavia aussi, c'est très bas dans le classement. C'est dans les dernières places. Donc, avec un peu de recul, on peut se dire que oui, l'Inter avait eu calendrier et un tableau, un parcours abordable. Donc toi, tu mets quelle note par rapport à ça? Moi, je mets 6 sur 10 parce Mmh. que vraiment les 2 matchs ratés contre l'Atlético, contre Liverpool, c'est pas possible. Surtout qu'on voit les matchs, c'est pas théoriquement, c'est pas sur le papier. Dans les faits, il y avait quelque chose à faire.
et ça n'a pas été fait. J'aurais pensé que justement que ça allait être plus dur contre Dortmund. Bah, bon, après on marque, tardivement, mais c'était dur, quand même. Mais ça a été un peu plus facile que ce que je pensais et le taf a été fait là-bas. Après bon, les circonstances font que plein de choses aussi et Arsenal, j'attendais rien parce qu'ils sont vraiment hyper forts cette saison et pour moi, c'est normal de gagner contre les petites équipes. Voilà, c'est vraiment normal. Mais je pense que s'il y avait eu qualification, ça aurait été, bien 7 ou 8 que j'aurais pu mettre. Mais là, sans qualification, à cause de ce qui s'est passé contre Atlético et contre Liverpool, des matchs où il y avait la place pour vraiment faire quelque chose. Alors non, non, c'est un 6. En plus, tu es finaliste de Ligue des Champions, tu reviens d'une raclée. Il faut montrer une certaine attitude. Et toi, du coup? Non, je suis assez d'accord avec toi. Oui, un 6,5, 6,5, je dirais, sur 10 à l'italienne, donc ça veut dire juste un peu au-dessus de Mmh. la moyenne, parce que c'est vrai qu'après, le calendrier était particulier dans le sens où oui, tu avais les matchs les plus faciles au début, mais du coup contre des équipes qui sont pas résignées encore. Parce que si tu joues peut-être le Slavia Prague à la dernière journée, qui est déjà à la ramasse complet, c'est encore plus facile dans le sens où ben, ils ont même plus d'espoir, donc ils vont être encore plus en roue libre. Là, tu as quand même fait le job contre l'Ajax, même si c'est un Ajax, effectivement, qui a perdu beaucoup de joueurs, qui est en reconstruction. Tu gagnes 2-0, match propre. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Kivu, pendant tout le parcours, a fait du turnover. Même encore, on l'a vu ce mercredi soir, tu as Bastoni et Lautaro sur le banc. Peut-être qu'il aurait mis Zielinski sur le banc si Barella ne s'était pas blessé la veille du match. Parce qu'au niveau de Zielinski, on le voit d'ailleurs, il commence à être fatigué, parce que c'est le seul qui enchaîne avec Luis Enrique. Ce sont les deux seuls qui, depuis plusieurs semaines, jouent tous les matchs quasiment. Parce que Çalhanoğlu et Dumfries sont blessés. Et du coup, tu n'as pas vraiment de rotation. Et donc, et quand on sait la fragilité de Zielinski sur les 3 dernières saisons, ça fait un peu peur parce que tu te dis Çalhanoğlu doit revenir pour la Juve, peut-être Sassuolo, Barella la même chose. Si Zielinski se pète, à un moment donné, au milieu de Ouais, il terrain, peut tout à l'heure, craquer à tout Mkhitaryan, moment, c'est ça, du coup, ça, tu fais quoi? Mkhitaryan, Suzic et Fratesi, hein. avec Diouf en seul remplaçant. Il y a peut-être des jeunes qui peuvent te donner un coup de main, Berenbruch ou Topalovic, mais tu vois, Non, non, donc bah, ça, c'est pas c'est. suffisant. C'est pas suffisant contre des équipes. Ça peut faire le taf contre des équipes, en effet, contre Sassuolo. Après, je m'avance pas, hein, c'est jamais des matchs faciles, mais ça peut faire le taf théoriquement Mhm. contre ces équipes-là. Contre la Juve, c'est suicidaire. Donc les rotations aussi étaient intéressantes. Le fait que hier, même si selon moi, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être un petit débat dans le débat, mais l'attaque Boni-Thuram, pour moi, c'est la deuxième fois au moins qu'il a mis titulaire ensemble. Pour moi, c'est la moins complémentaire de toutes. Parce que c'est deux joueurs qui aiment bien attaquer la profondeur. Et du coup, ça ne matche pas super bien, je trouve, tous les deux. Mmh. Alors que Pio, Esposito et Lautaro, en début de saison, je trouvais que ce n'était pas du tout complémentaire. Ils faisaient des mouvements qui n'étaient pas bons ensemble. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est presque la plus complémentaire parce que tu as Pio qui est le gars, le tronc d'arbre qui attire les ballons, qui fait les déviations, qui fatigue la défense. Et tu as Lautaro qui décroche de plus en plus, qui est devenu quasiment numéro 10 et qui lit le jeu. Et tous les deux, je trouve qu'ils se trouvent de mieux en mieux. Et donc, cette attaque est très complémentaire. Bon, après, Lautaro Thuram, on connaît, il n'y a pas de surprise. Lautaro Boni, ça marche plutôt bien qu'ils jouent ensemble. Mais En je fait, trouve ça que marche ouais, les deux partout, sauf Français, Boni Thuram, comme tu dis. ouais, les deux Français, Ouais. c'est plus compliqué. Ils ont des Mais comme tu profils qui dis, sont un peu trop. par rapport au style, hein, c'est ça. C'est que Mm. c'est des joueurs qui prennent la profondeur, qui sont moins dans le retrait, dans ce rôle de pivot, comme ça veut l'être Esposito et Lautaro, en fait. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi, les deux, parce que ils savent. Esposito, plutôt pivot, et vraiment beaucoup plus pivot, alors que Lautaro, il sait faire les deux. Il sait être Mm. pivot, il sait aller dans la profondeur. Donc c'est ça qu'il sait être avec Thuram, où il est plus pivot, et avec Esposito, où il est un peu plus dans la profondeur, mais il joue aussi pas mal pivot, quoi. Et Boni, pareil, il se met en pivot, il s'adapte. Alors que Thuram, il va jamais faire le taf que Lautaro fait dans la construction, dans le milieu, etc. Et c'est le problème. Et c'est pour moi, à chaque fois, Thuram, il est effacé quand il est avec Boni, parce que Boni, lui, il a cette capacité de dribble que Thuram, je pense, a aussi, mais qu'il n'ose pas. Alors que Boni, il ose, comme bon, son but contre Pise, c'est ça. Mm. Donc le dernier but qu'il met, où il va dribbler, tu vois, il va tenter quelque chose. Alors que Thuram, non, il fait pas ça. Et donc, hier, je me suis retrouvé
à me faire cette réflexion. Purée, on fait tout le temps en fait la même chose, on passe par les ailes. On fait que passer par les ailes. Il y avait toujours un trou dans la construction au milieu où quand on passait, c'était juste pour passer d'un côté à l'autre et c'était rarement vraiment incisif dans l'axe, quoi. Et c'est quelque chose que tu retrouves par contre quand il y a Lautaro et Esposito. Parce que les 2 viennent, ils décrochent, ils viennent un peu plus bas, ils jouent en pivot et donc ils font, participer ce jeu au milieu où en effet après ils passent par les ailes, beaucoup aussi, mais c'est pas que ça. Alors que hier, la tactique, c'était vraiment on passe par les ailes, on centre, principalement c'était ça. Il y avait personne pour décrocher, pour être un peu en retrait et pour, tenter, autre chose et bon après il y a pas non plus un Çalhanoğlu, qui lui aussi va plutôt tenter des frappes de loin. Zielinski était un peu plus, en retrait. La tactique de Dortmund faisait peut-être aussi que, il fallait qu'il soit un peu plus reculé parce que une contre-attaque, ça pouvait aller très vite. Donc, ouais, moi, tu as raison. Le Bony, Thuram, c'est ce qu'il y a de moins complémentaire, c'est ce qu'il y a de moins efficace aussi. Non, et puis, puisqu'on parle des joueurs clés, tu as parlé de ce coup franc magnifique de Di Marco, mais c'est vrai que Federico Di Marco, c'est le joueur en forme actuellement. C'est aussi pour ça que le jeu penchait à gauche historiquement, depuis l'époque Inzaghi, avec cet axe Bastoni, Mkhitaryan, Di Marco qui s'est créé et qui est très clairement l'axe fort aussi de la période de Simone Inzaghi. Mais Federico Di Marco, on l'a vu contre Pise, on peut dire oui, ce n'est que Pise, c'est quand même une équipe qui a mis en difficulté beaucoup d'équipes. Il y a 2-0 pour eux, il fait rentrer Di Marco, il fait passer Carlos Augusto à droite, qui a fait son job à droite, mais Di Marco à gauche, il est quasiment sur tous les buts du 6-2. La vitesse, la précision, enfin, il est vraiment en grande forme, il est en grande confiance et ça fait vraiment plaisir de le retrouver à ce niveau-là parce que depuis décembre 2024, il avait un petit peu disparu en fait, les 6 premiers mois de 2025 catastrophiques. On avait l'impression qu'il n'était pas bien. Il a dit d'ailleurs qu'il a pris un mois de vacances où il a coupé complètement le téléphone, il n'a rien voulu savoir de personne. Il s'est rechargé mentalement avant que ce soit physiquement, c'est surtout mentalement qu'il va mieux. Et le voir, c'était symbolique, mais comme hier, Lautaro, Bastoni et Barella étaient les 2 premiers sur le banc et Barella blessé, c'est lui qui avait le brassard. Et c'est aussi un joli symbole de le voir avec le brassard. Il marque en plus ce but du 1-0 avec le brassard. Il est vraiment dans une période dorée, Federico Di Marco. Et au-delà de quelques petits déclats un peu maladroits qu'il a eu ces dernières semaines, ça fait vraiment plaisir de le retrouver à ce niveau-là. Ça fait même plaisir aussi peut-être pour la nationale et qui aura sûrement besoin de lui au mois de mars. Et je sais que là-dessus, tu es d'accord avec moi. Bref, passons ensuite. Alors, du coup, le barrage, parce que l'Inter, contrairement à la saison passée, devra jouer les playoffs. Je vous montre rapidement le tableau. Si vous nous écoutez, regardez encore une fois à partir de vendredi après-midi, vous saurez déjà l'adversaire en play-off. Mais donc, ça va être soit le Bodo Glimt, soit Benfica, puisque Benfica a fait l'exploit incroyable de. Ce qui est fou, c'est que Benfica pensait être 24e en fait, et donc gagner du temps depuis super longtemps. Tu avais tout le stade qui sifflait, qui hurlait. Parce qu'avec les téléphones, tout le monde le sait en fait. Mais les joueurs et le staff de Benfica ne le savaient pas. Et puis, genre, à la 94e, ils se sont dit, ils ont compris, ils ont dit, oh mince, il nous manque un but. Ils se sont jetés à l'attaque. Coup franc, t'as Trubin, le gardien, Trubin qui, parmi les 500 joueurs qui ont été cités comme possibles joueurs de l'Inter dans les dernières saisons, gardien ukrainien, monte. Et là, comme à chaque fois, t'as la chose hallucinante qui arrive, c'est Trubin qui marque et qui qualifie Benfica. Donc Benfica 24e, Marseille du coup éliminé par ce but-là. Et donc l'Inter, ayant terminé 10e, il y aura un tirage au sort Real ou Inter. L'un des deux affrontera donc Bodo Glimt ou Benfica. On va encore une fois pas faire un long débat là-dessus, mais moi à choisir, je préfère Benfica. Et toi? Oui, clairement, je préfère Benfica, tout à fait. Pour pas aller là-bas, pour pas aller pour pas faire déjà, ce voyage. Ouais, se taper la route jusque. Du coup, c'est une ville, c'est la ville qui s'appelle Bodo. Oui. Ouais. Et aller jusque là-bas. Et ensuite, je veux dire, ils ont battu City et l'Atlético quand même. Mais ils ont terminé de façon waouh. La Juve d'ailleurs a beaucoup souffert aussi là-bas. Et ça, c'est un terrain synthétique. Tu as des heures de vol. Alors que puis Benfica, c'est sympa. Tu retrouves José. C'est ça. Qui vous contre Mourinho, c'est ça. C'est poétique. C'est un petit truc sympa. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Puis ça nous rappelle des souvenirs d'il y a 3 ans maintenant, même si c'était un quart de finale.
Mais On les avait affrontés en Ligue des Champions et l'année d'avant aussi, où je sais en plus, poule, on les a. l'année d'après en poule, tu fais, c'est la finale contre City. En quart, tu joues contre Benfica. Mhm. Huitième, tu fais Porto, quart Benfica. Et l'année d'après, tu les as en poule. Poule. Pour la dernière phase de poule qui existe avec le match aller-retour, Ouais. comme on a connu. Et il me semble qu'on les avait même joués quand on était allé en finale d'Europa League. On les avait joués en demi-finale. C'était pas eux en demi-finale? Demi, c'est pas le Shakhtar. Ah oui, avec ce t'as raison, Final Eight, le Shakhtar. Ou après, Puisqu'on peut-être- parle de cette Europa League et qu'on a parlé de la finale de Ligue des Champions, on dit un mot de Romelu Lukaku qui a encore une fois raté un but dans les dernières minutes d'un match important. Parce que hier, ils n'ont pas qualifié le Napoli, mais il rate le 3-3, encore une fois, il tire sur le gardien. Enfin, C'est ça m'a fait de habituel, la hein. peine. C'est Ça sa m'a fait de la signature. peine. Maintenant. Le pauvre, je me suis dit, oh, Le pauvre. povero Ouais. Romelu. Oh, mi dispiace. Ah. On fait 10 secondes sur le Napoli parce que les équipes italiennes, moi je trouve que l'Atalanta s'est un peu sabordé, on va dire, sur les 2 derniers matchs, puisqu'à la mi-temps du 7e match contre l'Athletic Bilbao, l'Atalanta est 2e égalité avec le Bayern Munich. Puis ils ont un sort de trou noir de 10 minutes contre Bilbao, ils sortent du match, ils prennent 3 buts et puis hier, on en a un petit peu parlé, le match contre l'Union. Bon voilà, ils se ratent un petit peu. Mais bon, ils sont à leur place, on va dire. Voilà, ils sont dans le top 16, ils sont à leur place. La Juve, il y a eu le début un peu compliqué avec Tudor, le changement, Spalletti qui a bien remis en place, ils sont à leur place. Le Napoli, 30e sur 36. Ok, les blessures. No Lukaku, no Armani, no Anguissa, ok. Mais quand tu vois le parcours, le match nul contre Copenhague, alors que Copenhague joue 70 minutes à 10, le match nul contre Francfort, qui a fait une campagne catastrophique, ils ont fini derrière le Napoli, c'est pour dire. Ces 2 matchs-là, Francfort, en plus, tu avais moins de blessures à l'époque. Tu prends 6-2 contre PSV Eindhoven. Alors oui, tu as un carton rouge, mais tu vois, l'excuse contre Copenhague, eux, ils jouent à 10, ils reviennent. Toi, tu joues à 10, tu t'en prends 6. Enfin, c'est lunaire quand tu es champion d'Italie, en plus. Mais bon, on va dire qu'on le connaît, l'entraîneur. Il a fait la même chose avec l'Inter, il a fait la même chose avec la Juve, c'est sa marque de fabrique. Et c'est la 2e fois que ça lui arrive en tant que champion d'Italie d'être éliminé en phase de pool League. Tu vois. C'était arrivé avec la Juve. J'ai lu en 2013-2014, il me semble. C'est l'année d'ailleurs où après, c'est la fameuse année des records, ils font 101 points en championnat. Ils sont en Europa League et il fait tourner, mais peut-être c'est Benfica d'ailleurs. Il fait tourner en Europa League alors qu'il a un boulevard d'avance en championnat parce qu'il veut son record de points en championnat. Ce gars il est obsessif. Il est dans l'obsession, on le sait. Championnat. Mais moi, je suis sûr qu'au final, il est content de sortir parce que maintenant, il lui reste 16 matchs à jouer, plus la Coupe d'Italie, donc 17. Voilà, il a un match par semaine, il va retrouver son rythme, il va pouvoir travailler, il va récupérer les blessés et voilà, mission Scudetto, même s'il il avouera jamais, mais voilà, ça va être ça maintenant l'objectif pour lui. Faire comme il a fait avec l'Inter. C'est pas rien du tout est fini. Hein. T'as dit il reste 16 matchs, 17 matchs 16 matchs, parce que 22 journées, donc 16 matchs, 17 à jouer, parce qu'ils ont aussi la Coupe d'Italie, encore le Napoli, à jouer, ce sera contre Com d'ailleurs. Mais voilà, il a un match par semaine, donc on sait que ça va partir le rythme maintenant tranquille. Puis moi j'ai envie de dire, quand tu as 8, 9, 10 blessés, quasiment tous musculaires, à un moment donné, toi t'as pas que la malchance, quoi. C'est ta prépa physique, c'est tout ça qui compte, quoi. Si toi tu fais trop bosser tes joueurs physiquement et que ça pète, c'est pas la malchance, quoi. 1 ou 2, ok, quand tu as quasiment tout ton effectif, bon. J'ai envie de dire. Voilà, Antonio Conte. Allez. Cucciolo, si tu nous regardes. Alors, pour vous dire que le tirage, c'est demain. Le tirage que de la... Je vous le mets en anglais, j'aime bien vous... un petit peu de toutes les langues. Parfois, il y a des slides en italien, parfois en français, parfois en anglais. parce que j'ai pas envie de chercher trop longtemps. On est international aussi. C'est ça. Donc, du coup, le tirage, c'est ce 30 janvier, seulement pour les barrages, puisqu'ensuite, il y aura le tirage du tableau complet le 27 février. Et donc, les matchs se joueront 17-18 février. Ce sera à l'extérieur pour l'Inter, donc soit à Bodo, soit à Lisbonne. Et puis, le 24-25 février, à domicile, à San Siro. Ensuite, à partir de l'Inter, aurait tous ces matchs, du coup, match aller à domicile et match retour à l'extérieur à chaque fois. Donc,
Et puis, bon, finale à Budapest, si vous voulez déjà réserver les billets. Un petit mot argent, Giuliano. 71 millions d'euros, c'est pas mal. Pas mal du tout ça. Et encore une belle somme pour laquelle on ne verra pas la couleur. C'est ça. On parle de mercato, justement. Ouais. C'était... Tu te rends compte qu'il y a des sommes folles qui ont été récoltées pendant les dernières campagnes de Ligue des Champions, et tu vois les mercatos qui sont effectués. Je veux dire, à un moment, restons sérieux, quoi. Je veux bien qu'il y ait un projet rajeunissement, etc. Mais alors, fais pas de cinéma quand on est dans le rouge comme ça, avoir besoin d'un joueur ou deux. Enfin, c'est terrible, quoi. Mais donc, ouais, mercato, avec Donc, noms d'abord. alors, il y a 2 arrivées officielles. Léon Jakirovic, défenseur, acheté 2,5 millions d'euros, qui arrive du Dinamo Zagreb, qui va jouer dans l'U23, parce qu'il a 18 ans, donc intégration pour cette fin de saison, à jouer en U23, puis ensuite on verra. Et puis il y a Pass qui a signé. Il y a Inika Pass qui a signé. Moi, franchement, quand je l'ai vu, déjà j'avais vu la rumeur au début janvier, je me suis dit c'est une blague, c'est des gens qui trollent, c'est pas possible que l'Inter qui prend Pass, je me dis ouais, ils se foutent de notre gueule. Non, l'Inter a pris Pass. Voilà, c'est avec l'équipe féminine. C'est ça, jeune attaquant de 17 ans qui va jouer le mondial moins de 20 ans avec l'Argentine en février, donc il arrivera sûrement en mars, mais bon. Aucun lien bien sûr. A priori, non, j'ai fait une recherche rapide d'à peu près 42 secondes. Et a priori, les sources disent que non, mais c'est marrant. Mais bon, il reste donc, c'est jusqu'à lundi soir, le mercato. Et il y a pas mal de noms qui sortent. Alors, il y a Perisic, même si a priori, en plus, il est sorti en boitant hier, donc à voir. Hier, il y a eu la rumeur Diaby qui est sorti un peu de nulle part. Ouais. Et après, il y a Massouline. Ouais, mais après, même Diaby, plus qu'une rumeur, parce que Marotta a confirmé hier en avant-match qu'ils étaient sur le dossier. T'en penserais quoi, toi, d'un Diaby, sachant que, je sais pas, pour moi, c'est plus un Lookman qu'un Dumfries, tu vois. Si je dois lui mettre une étiquette. Mais oui, j'ai l'impression qu'on fait la même erreur que pour Luis Enrique, en fait. Luis Enrique, c'est plus un ailier qu'un piston. Et Diaby, pareil, c'est trop offensif par rapport au rôle de piston qu'on attend. C'est-à-dire, Luis Enrique, à la rigueur, il avait déjà joué dans ce rôle-là, et puis il est athlétique, il est physique. Donc tu te dis, bon, parce qu'on le voit, l'Inter, en fait, souvent, se retrouve en 4-4-2 maintenant, depuis plusieurs semaines. Tu as Di Marco qui est un peu plus bas, et tu as Luis Enrique qui est plus haut, tu as la mezzala gauche qui s'écarte, et donc ça devient une sorte de 4-4-2 mouvant. Donc j'ai envie de dire, Luis Enrique, dans ce cas-là, quand il a Akanji en plus derrière qui le protège bien, ça marche bien, ça va. Diaby, il fait 1m70. Lui, c'est un pur ailier, quoi. C'est le gars virevoltant qui est vraiment attaquant, quoi. Si tu veux le mettre dans ce rôle-là, mais même dans un rôle de milieu, dans un 4-4-2, je le trouve même trop offensif pour ça, là, de base. Donc, si tu veux, dans ce truc un peu mouvant de 3-5-2, 4-4-2, moi, je l'imagine plus dans un 3-4-2-1, comme on disait pour Lookman lors de nos fameux lives cet été. On va tout changer, Lookman, ça va être génial, et compagnie. Moi, je le vois bien là. Donc, pourquoi pas dans les 15 dernières minutes de match, il le fait rentrer pour... Mais je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre le projet, quoi. Mais on va se retrouver avec trop de joueurs avec lesquels on a du mal à comprendre le projet, je pense. Diouf, on a du mal à comprendre le projet. Luis Enrique, on a quand même du mal à comprendre le projet, même si on perçoit un peu où ils veulent aller, mais tout le monde savait que ça allait pas aller vers là, et en effet, ça donne pas le résultat escompté. Et donc ici, on va se retrouver avec un troisième joueur. Qu'est-ce qu'on va en faire par rapport à la tactique qu'on met en place? Donc oui, il y a des trucs à travailler, il y a peut-être des trucs qui vous aimeraient mettre en place, mais en milieu de saison, comme ça, je sais pas. Ça me paraît hyper bancal, hein. Hyper bancal comme move. Après, c'est eux les pros, hein. C'est eux les pros, apparemment, ils savent gérer leur argent, ils savent faire des bons coups, mais moi, en tant que saltimbanque supporter, j'ai pas l'impression que ce soit un bon move, hein. Alors après, si c'est vraiment, comme s'il se dit, c'est-à-dire un prêt avec option d'achat à 35 millions d'euros et pas obligation, vraiment option, tu prends juste le salaire en charge, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Si tu as un vrai piston droit qui arrive, alors est-ce que Perisic, c'est le bon, parce qu'on sait qu'il est plus habitué à jouer à gauche, il a quand même 37 ans, à voir. Mais dans ce cas-là, ça veut aussi dire que Luis Enrique partirait parce que tu n'as pas de place en fait dans la liste, tout simplement. Donc, sachant que Darmian,
Moi, je suis surpris, parenthèse, Darmian, je pensais qu'il allait jouer à un moment donné 15 minutes, je sais pas, à un moment donné, quoi. Ou même contre Pise, tu vois, qu'il allait le faire rentrer 15 minutes. Il a disparu, ça fait 3 semaines qu'il est sur le banc, il ne rentre jamais. Alors que tu n'as personne, tu as Luis Enrique qui se fait 90 minutes tout le temps, sauf quand il sort à la 30e, comme contre Pise pour changement tactique. Mais encore hier soir, Luis Enrique, 90 minutes. Tu peux te dire à 1-0, plutôt que faire rentrer Bastoni, tu fais rentrer Darmian à la place de Luis Enrique à 1-0, tu vois. Même pas, tu vois. Je sais pas. Bah, c'est Donc qu'il si Darmian considère est vraiment vraiment. que physiquement, il a plus les jambes alors. C'est qu'il s'est mal Bah, remis de sa blessure, je sais pas. Bah, ouais, il y a plein de choses qui sont assez bizarres avec Kivu dans ces gestions-là des joueurs, tu vois. Pourquoi des fois, pourquoi aussi Fratesi, tout un moment, on le voyait plus. Euh, Pourquoi Après, Boni, Fratesi a tout un pris. moment, on le voit plus non plus, tu vois. Il fait un bon truc, puis on le voit plus pendant 4 matchs, Boni. Il y a plein de trucs qui sont pas hyper logiques. Après, j'imagine qu'il a ses Après, raisons. oui, après, Fratesi, a priori, il a des problèmes physiques récurrents. Ce que je comprends, c'est qu'il a été opéré en plus cet été. Mais a priori, il a encore des problèmes physiques. En gros, Fratesi, moi, ça fait 1 an que j'entends qu'il n'est pas à 100%. Parce que on a la même musique depuis 1 an. Donc, je ne sais pas si le mercato influe ou pas. Puisqu'on parle de Fratesi, on peut dire un mot sur Yanis Massolin aussi, le milieu français, qui est le même agent que Fratesi. C'est pour ça. Fameux Rizzo. Et donc, ça peut expliquer pourquoi l'Inter est sur lui. Donc, ça pourrait être une recrue de dernière minute. Ça parle de 5 millions d'euros, donc milieu français qui joue à Modène en Série B, qui fait une bonne saison, mais c'est pareil, tu te dis, ok, mais bon, tu as déjà Diouf qui joue peu. C'est pas les mêmes profils, hein, mais bon, je veux dire, tu vas les empiler, les joueurs de complément. La liste est pleine. Mhm. Tu as 7 milieux de terrain, je sais pas. Je suis un peu. On va finir par appeler le club l'International Milan avec tous ces Français. Bah, c'est ça. C'est vrai que c'est. Après, c'est vrai que si Diaby et Massolin arrivent, En ça fera plus 5. de Diouf, Thuram et Et Boni. Boni. Sachant que tu as Kamaté qui est en U23 qui tape à la porte de l'équipe première. Et tu as Pavard qui est toujours. Va peut-être revenir Pavard à un moment donné, parce que vu les matchs pas terribles qu'il fait à Marseille. Ouf, c'est un peu cata. Hein. Ouais, il va revenir à la maison. Hein. Donc, va Et falloir. ça va être le boulet comme on a souvent, quoi. Ça va être le nouveau boulet, Pavard, Le pour nouveau revenir. Correa, tu veux dire. Le nouveau coréen. Ouais. Même si avec nous, on n'a pas vraiment comment il n'a pas les performances de Correa avec nous. Non. Toi. Les performances qu'il fait à l'OM en ce moment, qui ne sont pas bonnes du tout de ce que je lis, c'est pas des performances qui ressemblent à ce qu'il faisait chez nous. Même si chez nous, c'était pas exceptionnel, c'était pas cata. Donc, Non. Après, j'ai l'impression que c'est peut-être plus dans le vestiaire, qu'il y a un truc peut-être qui s'est un peu cassé par rapport à ses blessures et compagnie, où il était un petit peu. Voilà, un petit peu écarté. Mais après, moi, le joueur Pavard, s'il revient avec envie, si tu fais une défense Bastoni, Akanji, Bissek, Pavard, 4 pour 3 places, très bien, j'ai envie de dire. Tu as du très très haut niveau. Tu peux même les aligner en défense à 4 si tu veux, ensemble. Donc, non, franchement, c'est très propre. Si tu gardes Carlos et compagnie dans la rotation, c'est OK. Après, c'est humainement, à savoir ce qui s'est vraiment passé, parce que c'est un sport avant tout collectif. Donc c'est aussi important. Mais bon. on a oublié Luis de Enrique, parler tu fais. vite fait de Bissek, mais excellent match. Hein. Vite fait, une petite parenthèse comme ça, mais Ouais. excellent match contre Dortmund. Vraiment très très solide. Ça fait vraiment plaisir. Quoi. On sent qu'il veut se bouger en vue du mondial. Ouais. C'est vrai. Non, mais puis en plus, à la façon de défendre de l'Inter, on en a parlé souvent, mais c'est vrai que c'est toujours celui qui te fait la petite erreur. Voilà. À chaque match, il te fait une boulette. Parfois, tu as but, parfois, tu n'as pas but. Mais même facilement, il se repose beaucoup. Dans cette façon de jouer de l'Inter avec une défense très haute, il est important parce que toi, Cherby, hier, de ce que j'ai vu, ça va. Il est le 1 contre 1. Mais bon, tu sens qu'il est souvent quand même maintenant limite, quoi. Tu sens que souvent, ça passe de justesse, qu'il va te faire la petite faute, qui va le sauver, mais encore plus qu'avant. Quand tu sens que c'est vraiment c'est dur pour lui, quoi, de défendre aussi haut. Donc dans ce profil-là, Bissek est important, quoi, c'est sûr. Donc, un petit mot, Luis Enrique, d'ailleurs, tu ferais quoi, toi? Si jamais Perisic et Diaby arrivent, soyons fous, ça veut dire que Luis Enrique partirait. Bon, ça parle de Bournemouth, par exemple, ou de club ou de Besiktas. Besiktas, non? Ouais, Besiktas et Bournemouth, je crois. Ce sont les 2 clubs qui sont sur lui. Ça parle même de Ah 30 oui, millions Bournemouth. d'euros avec les. Bournemouth, c'est l'offre la plus sérieuse, apparemment. Ouais, à un moment, ça va pas. Il faut faire quelque chose, il faut agir. C'est-à-dire, t'es pas une équipe de milieu de classement, tu dois réagir sur le mercato dès que l'occasion se présente.
elle se présente. Si tu as l'occasion de le remplacer, oui, il ne faut pas vendre à tout prix et se mettre dans la merde parce que numériquement, on n'a pas de quoi faire le taf à son poste. Donc, c'est sûr qu'il faut assurer d'abord d'avoir le bon remplaçant et ensuite, tu le laisses aller. Après, là, il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato. Donc, il faut s'activer là. Mais moi, je suis pour Oui, oui. que le transfert se fasse et qu'on prenne Diaby et Perisic. Non, mais oui, dans ce cas-là, même si effectivement, ce sont des profils plutôt offensifs, mais après, Dumfries Ça peut devrait difficilement être pire. revenir. Oui, non, mais c'est ça. Puis bon, là, en plus, maintenant, les listes, tu pourras changer la liste pour la Ligue des Champions début février, donc tu pourras intégrer les nouveaux, donc on verra un petit peu. En 30 secondes, parce qu'après, on va aller vers la conclusion, le débat Sommer, hier, il était bon, donc il s'est bien repris après le match contre Pise, c'est-à-dire que contre Pise, moi, ce qui m'a fait de la peine, on en parle un petit peu avant le début, c'est que tu as l'impression que c'est un peu le match, un peu symbole de sa chute, d'une chute vertigineuse et rapide, parce qu'on se rappelle que Barcelone, c'est mai, quoi, les paras qu'il fait sur Yamal. Et depuis, il y a eu une lente, mais de plus en plus rapide chute, en fait, et que le match contre Pise, c'est un peu le symbole, parce que le premier but, même si la passe de Mkhitaryan n'est pas bonne en arrière, parce que le contrôle est difficile pour lui, donc il est en difficulté. Mais bon, lui, c'est un gardien. Le seul truc qui le sauvait sur la dernière semaine, on disait oui, mais au pied au moins. Sommer, c'est un numéro 10 dans les buts, quoi. C'est le gars qui te fait les crochets, te fait les relances, enfin. Et là, il se foire au pied, quoi, en étant dehors de sa surface. Après, bon, Réo joue bien le coup, s'il faut le mettre, le but quand même de 35 mètres. Tu as beaucoup de joueurs qui ne cadrent pas, donc, mais bon. Et puis après, le corner, c'est la même chose. Corner, dans les 6 mètres, il ne sort pas, 2, le ballon est sur lui, et il n'est pas fautif en gros sur le corner, mais il ne fait rien, quoi. Et c'est un peu les deux symboles d'un gardien qui, en fait, maintenant, ne fait plus d'arrêt décisif et qui, au pied, commence, parce que d'un point de vue mental, seulement ça commence à le peser, commence aussi à faire des erreurs. Et du coup, tu as ce débat de se dire, est-ce que Josep Martinez devrait devenir titulaire ou pas? A priori, il devrait jouer en coupe contre le Torino début février, puis le match d'après un championnat contre Sassuolo, pour Martinez. Mais il y a ce débat-là. On a l'impression, en fait, que ce soit Kivu ou Spinelli, l'entraîneur de gardien, je ne sais pas, ça vient de qui, peut-être ensemble, ils n'ont pas confiance à Martinez. Alors, est-ce que c'est lié à l'incident? Parce que mentalement, on ne sait pas comment il est après l'incident de voiture qu'il a eu à l'automne et la personne qui est décédée. A priori, il est hors de cause. Mais bon, voilà, malgré tout, quand quelqu'un Mais décède, ça joue dans la tête. Au niveau psychologique, ça joue de toute façon. C'est un terrible drame. Donc, je veux mais il même a pas rejoué imaginer. depuis. Oui. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'ils lui font pas confiance à cause de ça? Parce qu'ils voient que psychologiquement, parfois, il est peut-être ailleurs ou quoi. Ça pourrait se comprendre. Mais Ou que. il faudra prendre une solution. Il faut prendre une décision en fin de saison. Tu l'as payé un certain montant. C'est pas pour qu'il cire le banc, qu'il ait un rôle d'un gardien que tu peux acheter beaucoup moins cher. Non, mais c'est ça. Et donc, c'est vrai que là, du coup, c'est pareil. Tu es dans une période un peu bizarre où tu as d'un côté Sommer qui est fragile, mais qui vous soutient. Et je pense qu'il a raison de ne pas le brûler, on va dire, publiquement. Et à chaque fois qu'il a fait des erreurs, il n'a pas voulu l'enlever le match après pour éviter justement que. Parce que je me souviens, c'était avant le match contre la Juve, pareil. Les deux buts qu'il prend, les frappes de loin, bon, il est fautif. Et le match d'après les champions, il le remet contre l'Ajax. Il fait un bon match d'ailleurs, comme il a fait hier soir. Mais tu sens que oui, c'est quand même problématique parce qu'il y a des stades de fou, c'est le 20e ou 21e gardien sur le bilan entre buts encaissés et les expected goals de Serie A sur 22 qui ont ça. L'Inter a pris 3 buts de plus qu'il ne devrait. Ouais, ça, il est en négatif. C'est ça. Par Alors rapport que à Wenger. Maignan, c'est 7 buts évités. Et quand tu vois qu'entre les deux équipes, tu as 3 points, tu te dis le Scudetto, si jamais 5 points, pardon, parce qu'ils ont fait match contre alors 5 points d'écart. Si jamais tu vis une fin de saison un peu bancale parce que finalement tu vas assez loin dans les coupes et compagnie et que tu reviens parce que tu as vécu les saisons précédentes, à lâcher le Scudetto sur la fin, tu vois, ça pèse les points de différence entre les deux gardiens actuellement. Ouais, c'est une question qu'il faudra de toute façon régler en fin de saison. Il y aura plein de choses qui vont changer. On parlait un peu de révolution aussi l'été passé, mais je pense que la vraie révolution, elle va être cet été-ci, où il va avoir donc un nouveau gardien. Il y a plein de choses qui vont changer au milieu. Il n'y aura plus Darmian, il n'y aura plus Mkhitaryan, il n'y aura plus Acerbi, il n'y aura plus Dovrey.
enfin, où l'un des deux va peut-être rester. Mais apparemment, surtout de vrai, il y a Cherby, je pense que va partir aussi, non? Oui, oui, je pense que les deux, puis De Vrij, il joue quasiment plus. Enfin, il joue un match tous Ouais, les 3 voilà. mois, même en titulaire. Donc, Donc, il y a beaucoup de changements qui vont être opérés et des changements par rapport à des joueurs que j'ai envie d'appeler historiques de ces dernières années. C'est des joueurs qui sont là depuis longtemps, surtout De Vrij, tu vois, des joueurs importants. Ils ont tous eu leur importance à un moment ou un autre. Donc là, ça va être une vraie révolution et l'année prochaine, on aura je pense que l'année prochaine, si Kivu est toujours là, il aura la place pour beaucoup plus mettre en place ce qu'il veut au niveau tactique que ce qu'il a récupéré ici d'Inzaghi. Parce qu'on sent que c'est pas ce qu'il veut, quoi. Et je pense que aussi par rapport aux joueurs qui sont cités, il a envie de quelque chose et on lui propose des joueurs en fonction. Et donc je pense que le vrai jeu de Kivu, on le verra l'année prochaine. Et ça, c'est plus énigmatique, quoi, même si on voit plus ou moins vers quoi il va. oui. Puis, Voilà. on peut ajouter Dumfries et Çalhanoğlu qui seront des vraies questions mercato aussi, parce que bon, Dumfries, il a la clause de 25 millions, on sent qu'il est en Ouais. fin de cycle. Et Çalha, il lui restera un an de contrat. Est-ce qu'après le mondial, il aura envie justement peut-être de retourner en Turquie avec seulement un an de contrat, service rendu, peut-être le libérer pour moins cher, enfin on verra. Surtout qu'il a un gros salaire, donc est-ce que le prolonger, ça vaut le coup aussi? Enfin, il y aura toutes ces questions-là. Thuram aussi, qui sera 2 ans à la fin de son contrat, il a 29 ans. Donc il y aura plein de... Ouais, je pense que ce sera un été agité. Mais bon, avant de parler de l'été, on vous montre rapidement ce qui attend l'Inter dans les prochaines semaines. Donc dès dimanche, c'est la Cremonese. Ensuite, Inter-Torino en coupe, match qui se jouera à Monza, puisque San Siro, depuis quelques jours, est en mode Jeux Olympiques. C'est ça, en mode Jeux Olympiques pour préparer la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 6 février. Donc voilà, donc du coup, eh bien, Inter-Torino à Monza. Puis Sassuolo-Inter, déplacement donc dimanche 8. Puis une semaine complète, truc de fou. Et puis il y aura Inter-Juve. Alors Inter-Juve, là il y a marqué le 15, ce sera sûrement le 14, donc Saint-Valentin. Aïe. Comment tu vas le gérer, cette Giuliano, ça va tomber en plein écran. Ouais. Là, tu me l'apprends. On va faire un clip. Parce qu'en fait, comme les deux clubs sont en barrage de Ligue des Champions, Inter et Juve, donc ils vont mettre, et que les deux auront la semaine complète avant, ils vont le mettre samedi le match. Sache déjà que j'ai déjà réservé le restaurant pour le 13, moi. Donc le 13, on va faire un truc, mais... Vendredi 13. Vendredi 13, oui, je n'ai pas capté, mais... Ouais, mais je suis pas... Tu sais, depuis le 5-0, je suis plus superstitieux, moi. Avant le 5-0, avant la finale de Ligue des Champions, je me prenais la tête, c'était quoi le maillot qu'il fallait mettre, comment je m'habillais et tout, parce que ça allait avoir un impact. J'essayais de compter, j'ai le maillot là, on a gagné, donc je vais peut-être mettre celui-là au lieu de l'autre. Je suis plus... Ça m'a tout enlevé. Je suis plus superstitieux, donc vendredi 13, moi... Bon, malgré tout, tu as quand même prévu, effectivement. Donc, ce sera la fête, la Saint-Valentin, pour moi, sera le vendredi 13, quoi. Et donc, le samedi 14, je devrais être tranquille. Bon, après, j'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle qui comprend ma passion dévorante et qui me laisse ce genre de match très important. Donc voilà, vous aurez les notes de Giuliano, du coup, pour une interview, ne vous inquiétez pas. Mais bon, alors la programmation officielle, ce sera donc sûrement vendredi soir, sûrement annoncé par la Lega, puisqu'on aura les calendriers européens. Ensuite, il y aura le match aller donc à Bodo ou à Benfica, puis aller à Lecce, puis le match retour de Ligue des Champions, puis Inter-Genoa, et puis un petit Milan-Inter aussi le 8 mars. Mais alors, comme on parle souvent de calendrier facile pour l'Inter, comme quoi l'Inter va enchaîner en mars, Milan, Ligue des Champions, Atalanta, possiblement Ligue des Champions en tout cas, Atalanta, Fiorentina, Roma. Donc voilà. Ça va être sympa ce petit moment, quoi. Bon, on l'a chaque année. Hein. Chaque année, on a ce petit moment un peu délicat. Bon, on a connu. Tous les clubs l'ont à un moment ou un autre. Oui, c'est ça, parce qu'entre eux, dans le tas, bon, il y a Fiorentina, ça va pas. Puis il y a des matchs contre l'Atalanta, on est plutôt en réussite. Contre le Milan, ouais, ça va être. C'est surtout contre le Milan que ça va être le gros défi. Ah, mais il serait important parce que pour l'instant, c'est une lutte
tout cas, ça se présente comme ça, même si le Napoli peut revenir, mais je vous mets aussi le classement. Mais c'est vrai que la Serie A, voilà. Maintenant, tu as 5 points d'avance sur le Milan et tu en as 9 sur la Roma, le Napoli et 10 sur la Juve. C'est sûr que si la situation a inchangé quand tu arrives pour le derby, c'est presque une balle de titre. Donc, ce serait important. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je pense qu'on va pouvoir repartir à nos occupations professionnelles ou personnelles. Ouais. Toi, un showcase. C'est ça. J'y vais. Moi, je vais aller manger. Ah, c'est une bonne idée, ça aussi, tiens. C'est important. Allez. On merci vous dit à tous. très vite. Merci Giuliano. On refera un podcast, on verra, en février. Bon, de toute façon, ouais, voilà. Pour la Saint-Valentin. On va la passer ensemble. N'oubliez pas donc sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, nos plateformes de streaming aussi pour écouter le podcast, ou regarder le vodcast. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Alla prossima, fratelli nerazzurri.